que le champ analytique puisse être le lieu par excellence d'où ce type d'articulation politique peut voir le jour. Ce qui n'empêche pas Freud, d'ailleurs, on le sait tous, hein, de se tenir sur des positions très conservatrices et de construire son école sur un modèle finalement conforme à des institutions dont les membres sont identifiés à et par la garantie que constitue le discours du maître. Finalement, comme l'église de l'armée, d'une certaine façon. Est-ce à dire pour autant, et c'est la question que j'aimerais poser ce soir, que toutes les institutions seraient apposées sur le modèle de l'Église et de l'armée, à partir de processus de défense par lesquels elles résistent à leur propre décomposition? Peut-être. Et je dirais, moi, au vu de mon expérience effectivement maintenant longue, sans doute. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait des occasions où cette logique se dément et où quelque chose de ce trans-individuel se manifeste, permettant que, sous le poids de la hiérarchie institutionnelle, adviennent des moments que je dirais fugaces, exceptionnels, où le tout institué se trouve comme décomplété et où, sous l'effet du réel, le discours de l'autre avec un grand A ou de l'institution avec un grand I se dénoue, de sorte que quelque chose d'une parole collective que je dirais à la fois errante et bienfaisante puisse commence à courir, si je puis dire, de l'un à l'autre, en avérant le surgissement à la fois ponctuel, transitoire, éphémère d'un collectif soignant. Mon hypothèse est que dans des institutions de soins, ces moments volatiles qui viennent suspendre l'inévitable institutionnalisation configurent un certain style qui peut faire trace et transmission. Alors, j'aurais aimé développer un peu ça, mais peut-être qu'on pourra revenir sur la comparaison en ce sens entre, disons, ces moments tels qu'ils peuvent avoir lieu dans les institutions analytiques et ce qu'on peut voir dans des mouvements artistiques. On a exactement ces mêmes, on va dire, ponctuations collectives qui résistent à l'institutionnalisation. Je pensais notamment au Bauhaus, qui est un courant très important dans ce sens. En tout cas, on pourrait parler là de collectifs hétérogènes au sens où, effectivement, Houry ou Toscaïès, on emploie ce terme. Il me semble donc avoir fait l'expérience d'un moment de ce genre au sein d'un CMPP dans lequel, j'allais dire, de la psychanalyse circulait. Un CMPP qui est lié au cercle freudien, puisqu'après avoir été dirigé par Olivier Crignon, il est passé aux mains de Patrick Bellamiche et que Nora Markman et Jacques Aubry, qui sont là tous les deux ce soir, y travaillent. Je m'y suis trouvée, comme le disait Nora tout à l'heure, par le hasard d'un travail sur Deligny et par la générosité de l'invitation de Patrick Bellamiche, et je m'y suis formée depuis plusieurs années via l'expérience d'un binôme thérapeutique avec Jacques Aubry. Alors, dans cette institution, qui par ailleurs est assez classique à mon sens, j'ai cru néanmoins percevoir que ce quelque chose de la psychanalyse circulant dans le groupe pouvait, un moment, contrarier ce qui aurait pu être une identification à la psychanalyse avec un grand P, et donc un processus de défense parmi d'autres, de sorte que finalement le moteur identificatoire dont parle Freud serve de manière très paradoxale à déconstituer, à défaire la continuité fausse entre ce qui d'un collectif était en puissance d'émerger et la singularité des paroles de chacun. D'où, et ça a été mon sentiment extrêmement, j'allais dire, presque euphorique, d'où une certaine fluidité ou porosité institutionnelle qui, dans le cas que je voudrais vous rapporter, a eu des effets cliniques directs, à mon sens, aussi bien chez les cliniciens d'ailleurs que chez le patient, sa famille ou sur les agents du social. Alors j'ai trouvé ce phénomène d'autant plus intéressant qu'il se produisait dans une institution à vocation médico-psycho-pédagogique, donc une institution sociale dont la finalité est explicitement rééducative et intégrative, et que j'y constatais la puissance toujours et encore subversive des pratiques analytiques dans le champ social. La question que je me suis posée alors et que je voudrais poser était donc celle de savoir si, comment, dans quelle mesure et à quel titre les pratiques analytiques que je tiens à mettre au pluriel, car elles sont toujours pratiques de la singularité, pouvaient donner naissance à quelque chose comme un style qui distinguerait les institutions où la psychanalyse s'exerce encore, des institutions à vocation socialisante, comme l'école, la protection de la jeunesse
et certains centres médico-sociaux de plus en plus nombreux. Par style, j'entends, assez littéralement d'ailleurs, écriture, au sens où il y a de l'écriture dans la pratique analytique, mais une écriture qui, bien que littérale, n'est pas nécessairement scripturelle et dont le terme d'Übertragung dit bien la nature. Übertragung dit en allemand à la fois transfert et traduction, indiquant que ce qu'on appelle processus analytique est la manière dont le transfert s'écrit sous la forme d'une traduction, comme passage de la trace déposée par l'énonciation analysante et qui, entendu, parfois souligné par l'analyste, peut donner alors lieu à inscription, à écriture et à réécriture. L'essentiel du transfert tenant au fond à l'espace ouvert entre l'un et l'autre, l'analysant et l'analyste, par la translittération de l'un à l'autre, ou de l'une à l'autre, de l'énonciation à l'écrit, comme on le voit bien dans la textualité de Freud lui-même. Alors pour préciser, pour en venir un peu à une sorte de petit élément philologique, mais qui m'a semblé important pour essayer de mieux dire ce que j'essayais de cerner, pour préciser donc à quel genre d'écriture traduisante je pense quand je parle d'écriture analytique, je voudrais juste rappeler un exemple de cette translittération que j'ai retrouvé complètement par hasard, au hasard d'une relecture freudienne. Il s'agit de ce passage de l'analyse de Anna O, dans lequel Anna se décrit enfant, malade, veillée par sa grand-mère, et soudain se réveillant sous le regard transperçant de sa grand-mère. Freud reprend dans son texte, donc Freud décrit, il reprend tout simplement, il rend compte des propos de Anna, et il est très frappant de voir qu'il reprend dans son texte littéralement le terme employé par Anna, bohrend, perçant, la première fois sans guillemets et sans préfixe, en se l'appropriant, telle une trace de la marque, véritablement presque de la piqûre, que le discours de Anna avait laissé en lui, et puis une seconde fois dans la phrase suivante, avec guillemets, et précédée d'un préfixe, durch, bohrend, où là le transperçant est encore plus, disons, perçant, sous la forme d'une citation qui, en réécrivant finalement la formule employée par Anna, indique la réverbération de son écoute et dans son écoute, et qui au fond fait, dire presque scripturairement office d'interprétation du symptôme. Alors, on voit bien dans cet exemple, alors c'est très passionnant de voir presque physiquement dans le texte freudien ce que c'est que cette translittération et cette opération, on va dire, de traduction, de l'énonciation en écriture et en réécriture. On voit bien dans cet exemple ce que c'est que l'écriture de l'analyste et comment elle se nourrit de ce qu'un traducteur et poéticien que j'aime beaucoup, Henri Méchoni, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, appelle le sens du langage. Une expression où Méchoni n'entend pas évidemment le sens des mots ou le signifié, mais cette écoute interne qui suit, j'allais dire, la force de traction de certains mots, qui au fond reprend à son compte l'énergie qui leur donne une force trouante et qui leur donne une valeur d'ouverture sur le réel, et qui, pour Méchoni, c'est vraiment ce processus qui porte le processus de traduction. Alors, ce que j'aimerais indiquer, c'est comment ce processus de traduction peut se produire dans une prise en charge à plusieurs, au fond. C'est ça, moi, dont j'ai fait l'expérience de manière tout à fait étonnante. À plusieurs, d'ailleurs, analystes ou pas, puisqu'en l'occurrence, il y avait un psychiatre analyste, moi comme une sorte d'apprenti un peu disons, assez atypique, et puis une orthophoniste. Comment cette écriture analytique peut prendre corps sous forme de textualité? Cet exposé d'aujourd'hui, finalement, de ce soir, n'étant jamais qu'un des rebonds de cette écriture analytique, engagée à plusieurs, dont la caractéristique est d'être littérale, je le répète, sans être scripturaire, je crois que c'est un point important. Je veux dire par là de naître avec la force d'une énonciation qui fait trace, puis inscription,
puis éventuellement écriture, mais pas nécessairement, et enfin, éventuellement, comme ce soir, réécriture. Tel est le processus que j'aimerais pouvoir ici capter avec ses effets dans la cure. Alors, dans l'histoire de l'enfant dont j'aimerais vous parler dans quelques instants, un enfant que je suis depuis plus de 2 ans maintenant avec Jacques Aubry, il m'a semblé de même que c'était le temps que nous avions pris pour laisser, au fond, résonner les énonciations, les laisser s'inscrire entre nous, de sorte que ces énonciations puissent s'écrire en nous et se réécrire pour d'autres, que donc c'était tout ce temps engagé qui avait ouvert un espace transférentiel dépassant très largement la relation psychothérapeutique engagée entre nous deux et l'enfant. Un espace qui, tout en s'écrivant au fil de ce processus d'énonciation mené en commun, permettait que simultanément, du sujet puisse surgir, non seulement pour cet enfant, bien évidemment, enfin heureusement, dont je vais vous parler, mais aussi bien pour l'assistante sociale qui s'en occupait, et pour nous, qui avions la responsabilité de cette cure, et qui avons expérimenté un processus, j'allais dire, de subjectivation plurielle, venant interroger ce qu'il en est de la place de l'analyste, voire du désir d'analyste, dans l'institution. À de tels moments, me semble-t-il, l'institution peut offrir l'occasion que de l'analyste, au sens au partitif, se produise. De l'analyste, donc, que j'entends ici comme un partitif, à distinguer de l'analyste qui exerce dans son fauteuil, non peut-être par la nature de son acte, d'ailleurs c'est peut-être pas différent par la nature même de l'acte, et on revient au thème de l'an dernier sur l'acte analytique, mais par son mode d'actualisation qui n'est en l'occurrence ni subjective à mon sens, ni intersubjective, ni même transsubjective, au sens où a pu l'employer la psychanalyse de groupe, René Kess par exemple, mais bien ce que je veux appeler transindividuelle, au sens où elle traverse chacun de ceux qui en sont les agents, sans pour autant supposer une psyché commune. Ce processus de subjectivation transindividuelle, producteur d'analystes, consiste dans l'ouverture d'un espace transférentiel commun, d'un espace en expansion dont la puissance d'écriture m'a découvert une clinique qui ne procéderait pas de catégories psychopathologiques, même si a posteriori, bien sûr, on peut la traduire en termes psychopathologiques. Et j'en ai pris conscience lorsque j'ai présenté une première version d'un premier récit de ce cas dans un contexte académique, et où tout d'un coup on m'a dit mais non, mais il faut il faut de la psychopathologie. Je me suis rendu compte que j'avais écrit cette histoire sans finalement quasiment aucune référence à des concepts psychopathologiques, où au fond j'en ai déduit une fois de plus qu'il n'y a peut-être pas de psychopathologie analytique au sens strict. Alors ce que j'aimerais indiquer ce soir, c'est la dynamique collective d'écriture qui a servi de scène au transfert, en décousant, si je puis dire, aussi bien l'identité du groupe que celle de chacun, et la manière dont, à mon sens, elle a permis l'avancée de la cure. Alors maintenant, j'en viens à la problématique de cet enfant, j'en viens à la cure proprement dite. Alors, pour essayer de résumer, parce que je vais raconter la cure de cet enfant de manière extrêmement évidemment sommaire, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec lui, la cure continue, donc c'est un processus extrêmement long. Je voudrais quand même résumer, enfin disons cette cure si je puis dire, ou partir d'un mot en tout cas qui est le mot de placement, qui évoque bien sûr le terme de place. Voilà donc un enfant de 9 ans qui a été confié par sa mère à sa grand-mère après que la mère ait été abandonnée par le père de l'enfant. Ce père disparaît avant la naissance et ne reconnaît pas l'enfant. La mère est très fragile psychologiquement, mais depuis longtemps. La grand-mère un peu négligente et n'emmène pas toujours cet enfant à l'école. C'est à la suite de ces absences qu'il arrive au CMPP après un signalement de l'école ayant entraîné une mesure d'AEMO. Quelques troubles, pas très manifestes d'ailleurs, dont le plus visible est un problème d'articulation phonétique. L'enfant transforme toutes les labiales en ie, il mouille les labiales, et il assourdit systématiquement les dentales, comme s'il évitait en lui tout effet d'éclatement sonore, laissant ainsi pressentir une problématique d'effondrement. Cet accent provoque évidemment les moqueries de ses camarades et nuit à son intégration scolaire. L'orthophoniste qui s'occupe de lui a remarqué également, dès le début, la difficulté qu'il éprouvait non pas pour apprendre en réalité, mais plutôt pour exploiter son savoir, pour savoir ce qu'il sait.
Et cet enfant, disons à la suite de son arrivée, bénéficie au CMPP d'une psychothérapie et de séances d'orthophonie hebdomadaires. Et nous allons prendre avec Jacques, à la fin de l'automne 2017, cette cure en main à la suite d'un premier psychothérapeute qui partait à la retraite. Alors, parallèlement, l'enfant et sa famille sont également pris en main par une assistante sociale de l'ASE, nommée par le juge pour enfants, laquelle souhaite le placer dans une famille d'accueil pour le soustraire à la fois à l'incurie supposée de sa grand-mère et à l'immaturité de sa mère, mais tout aussi bien à la relation plus que difficile entre ces deux femmes qui se vivent en fait comme deux mères de l'enfant. On n'a pas une mère et une grand-mère, mais fantasmatiquement, on a deux mères. Quelle est en effet la place de cet enfant entre ces deux femmes? Telle est la question que se renvoient et que lui renvoient mère et grand-mère. Alors ensuite, comment peut-il parvenir, lui, à se situer entre elles, mais aussi loin d'elles, savoir où il est, c'est au fond tout l'enjeu du travail qu'il entame avec nous à l'automne 2017 et qu'il continue actuellement. Ce travail sur le lieu va commencer par la constitution pour lui du CMPP en lieu psychique, à partir de la redécouverte derrière le manteau de la cheminée de notre bureau d'une boule d'argile qu'il avait réalisée lors de sa première psychothérapie, puis par le constat devant une infiltration dans le plafond de notre bureau, du même bureau, que, dit-il, c'est moins grave que chez lui, et enfin par le tracé tout au long d'une série de séances du plan de la maison où il vit avec sa grand-mère et où sa mère, qui vit d'ailleurs plutôt à Paris, a eu néanmoins une chambre. C'est à partir de la symbolisation progressive de ce lieu qu'il peut identifier le psychothérapeute qui l'a aidé dans la réalisation de ce plan de la maison, comme celui qui lui a donné en même temps une famille dont il tient toujours à dire que son père fait partie, encore qu'il ne l'ait jamais vu. C'est ainsi que nous voyons peu à peu se construire un espace psychique où l'absence du père en l'occurrence, peut prendre place. Alors face au projet de placement par l'assistante sociale, projet perçu par l'enfant comme une menace quasi vitale, et face à la manière dont sa mère exploite ce projet pour interroger le bien fondé de la place de son fils chez sa propre mère, autrement dit chez la grand-mère de l'enfant, l'enfant parvient néanmoins peu à peu à énoncer son désir de rester vivre dans la maison de la grand-mère. Et il a cette phrase très étonnante, c'est ma mère qui commande, mais je suis en sécurité chez ma grand-mère. Cette construction lui permet d'énoncer ce qui pour lui fait milieu de vie d'un côté et place généalogique de l'autre, jusqu'à fantasmer une scène d'agression sexuelle de sa mère sur la base de l'effraction d'un voleur dans la maison. On voit ainsi comment, à l'aube de son adolescence, il a 11 ans maintenant, la scène psychique se complexifie en se réoedipianisant à partir d'un échafaudage plus que fragile. Donc, à partir de ces premiers repères, d'autres vont pouvoir s'inscrire, notamment scolaires. Cet enfant, qui actuellement est à la fin de en sixième, où il se débrouille plutôt pas mal, où il apprend le chinois, manière peut-être pour lui de répondre à ceux qui autrefois prétendaient qu'on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Il trouve sa place et parvient à se faire entendre, seule possibilité pour lui d'affirmer son désir face au projet de placement qui, malgré l'évolution à la fois de son état, de ses possibilités de s'exprimer, et ce projet de placement perdure en se transformant, puisque après l'idée d'un placement en famille d'accueil, l'assistante sociale conçoit l'idée d'un appartement de coordination thérapeutique où cet enfant serait suivi par des éducateurs avec sa mère. Et heureusement, le Covid est arrivé, ou la Covid, comme on dit, est arrivé à ce moment-là et a mis un frein un petit peu au projet de cette assistante sociale. Alors, à partir de ces linéaments, donc je vous ai vraiment brossé à très, très grands traits cette cure. À partir de ces linéaments, l'hypothèse que j'aimerais développer consiste à dire que la place qui s'est progressivement entr'ouverte pour l'enfant entre ces deux mères n'a pu l'être ainsi entr'ouverte que parce que cette entre a pu avoir lieu pour d'autres que ces thérapeutes. Pour l'équipe du CMPP d'abord, qui a investi cette entre, puis pour un public élargi de professionnels hors CMPP, qui a transporté notre adresse hors des frontières de l'institution, dans l'espace public.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'1 an après que nous ayons commencé cette cure à 2, il y a eu 2 événements, à la fois minuscules et très importants. Premier événement, c'était une synthèse, une réunion de synthèse, comme nous en faisons tous les mois quasiment à Fontainebleau, où nous avons exposé avec Jacques Aubry nos difficultés de manière très détaillée, et notamment la question que nous nous posions de savoir, au fond, est-ce qu'il fallait accepter de rencontrer cette assistante sociale ou non, et où, dans l'hypothèse où nous la rencontrions. Et où finalement, à travers ces questions, et à travers la question que nous posions au fond de notre place, dans cette occurrence, dans cette cure, une demande puisse se faire jour venant de nous, au fond, à l'égard à la fois de l'orthophoniste, avec laquelle nous avions quasiment pas parlé, ou très très peu, et puis une adresse également à destination de l'équipe. Ça, c'était le premier événement. Et là-dessus, j'allais dire presque, je crois, le même jour ou peu après, une commande qui nous a été passée par Nora Markman, pendant, je crois, pendant la synthèse, Nora Markman nous passe commande, si je puis dire, et elle le fait en tant que membre du conseil scientifique de la FEDE-CMPP, d'une intervention écrite pour le... Votre micro est fermé. Je crois que Patrick m'avait censuré. Bah, non, il n'est plus. Je viens de le rallumer. Voilà. Donc, alors j'en étais au fait que le second événement qui a fait date dans cette cure, ça a été la commande par Nora Markman, en tant que membre du conseil scientifique de la FEDE-CMPP, d'une intervention écrite pour le colloque annuel de cette fédération. Et je souligne évidemment en tant que membre du conseil scientifique parce qu'il était clair que la commande ne prit sens que parce qu'elle venait de l'autorité scientifique et non pas du pouvoir intra-institutionnel, celui nommément du directeur Patrick Bellamiche. Et c'est grâce à cela, au fond, que l'enjeu de notre travail a pu dévier de la logique intra-institutionnelle, c'est-à-dire de la commande de l'autre avec un grand A. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons alors entrepris de nous réunir à 3, les 2 psychothérapeutes et l'orthophoniste, ce qui donna lieu à un transfert de travail assez intense, autrement dit à la production d'une énonciation à 3 voix au cours de différentes séances, que vint finalement traduire scripturairement une production à 6 mains, si je puis dire, une sorte de partition qui donnait à entendre non pas l'histoire du cas, mais plutôt le tissage de nos pratiques respectives, sous une forme assez bancale, mais à mon sens très intéressante de ce fait, d'un tuilage de 3 discours dans un texte à 3 voix. Et on voyait là que tout d'un coup, quelque chose avait pu lâcher du lest de l'écriture autorisée, c'est-à-dire de l'écriture d'auteur, où s'illustre généralement dans les colloques, comme d'ailleurs ailleurs, la thèse de Lacan, suivant laquelle le style est déterminé par l'autre à qui on s'adresse. C'est ainsi que l'adresse qui nous était destinée, venant de cet enfant, en est venue assez progressivement à s'élargir jusqu'à se confondre au moment de ce colloque avec l'espace public. Le public de ce colloque est un public extrêmement divers, en fait. Ce qu'il m'a semblé alors, c'est qu'en changeant de cadre, en passant du giron institutionnel au champ ouvert d'une commande plus largement sociale, et par la vertu de la pluralisation, mais aussi de l'anonymisation de cette commande, et du coup de cette adresse, quelque chose s'était trouvé assez soudainement disjoint, quelque chose qui avait échappé au commanditaire, un certain style qui inscrivait l'enjeu du travail analytique en institution, véritablement dans la manière de notre propos, son caractère à la fois tenu, si je puis dire, et décousu, à la fois malhabile et pourtant maniable. Il y avait là un style, un certain style que je n'ai jamais vu, pour ma part,
ailleurs, qui existe certainement, mais que moi, je n'avais pas encore jamais expérimenté, disons un style dans lequel j'étais prise. Hein, mais c'est alors précisément au moment de l'inscription de ce travail collectif et de sa publication dans ce colloque que se produisit, et c'est là qui a fait évidemment sens pour moi, dans cette cure, une série de renversements très très inattendus. D'une part, l'assistante sociale a brutalement changé de politique et après avoir tout fait pour disqualifier cette grand-mère, qu'elle jugeait irresponsable, l'a fit nommer tiers digne de confiance et donc chargée du soin de l'enfant. Simultanément, l'enfant a abandonné son symptôme et a mis fin à ses séances d'orthophonie, après avoir dit adieu à son orthophonie, si je puis dire. Tandis que parallèlement, sa grand-mère, avec qui je discutais en général de manière assez sympathique dans la salle d'attente, a émis en fait une sorte de demande de commencer des entretiens psychothérapeutiques avec moi. Et je lis pour ma part, j'associe pour ma part cette reconfiguration de ce que Nora Markman appelle le dispositif transférentiel au travail d'énonciation, de traçage, d'écriture et de réécriture qui s'était effectué au cours du processus de traduction du transfert du travail en texte. Alors, j'ai eu la confirmation en quelque sorte de ceci, c'est-à-dire de la manière dont la scène du transfert pouvait s'écrire à plusieurs, par l'inscription de cet espace transindividuel, et dont effectivement cette écriture à plusieurs du transfert pouvait avoir des effets en tant que tel. C'est venu un petit peu plus tard, lorsqu'effectivement, sur la lancée de cette première écriture, lors de ce colloque, de cette première écriture fomentée à trois, si je puis dire, et en relation d'ailleurs toujours très étroite avec Jacques Aubry et l'orthophoniste, j'ai décidé de rédiger un mémoire à partir de ce cas qui m'intriguait, en fait, et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Alors, lors de cette réécriture, qui est le second et donc le dernier épisode que je voudrais vous présenter, et que je suis d'ailleurs en mesure d'analyser, je me suis concentrée sur un point qui n'était pas la cure proprement dite, qui était véritablement la relation avec l'assistante sociale. Point où il me semblait pouvoir observer ce que Lacan décrit comme le quart de tour opéré par le discours de l'analyste dans le dispositif des 4 discours. Ma visée était alors de mieux comprendre comment s'était jouée, dans cette occurrence, la relation de pouvoir entre les institutions, c'est-à-dire entre l'ASE et le CMPP, rapport de pouvoir où, comme vous le savez tous, l'ASE avec sa force de frappe à la fois sociale et juridique est dominante, tandis que le CMPP, le discours du CMPP, intervient toujours de façon très latérale, puisqu'il n'est jamais convoqué à se produire comme tel, même s'il peut le faire éventuellement si on lui demande quelque chose. Et j'ai réalisé, ce qui s'est d'ailleurs avéré ici, que ça n'exclut pas que certains renversements puissent se produire dès lors que, par la vertu du transfert, quelque chose d'un sujet se fait entendre. Et j'ai donc tenté de remonter un petit peu, de revenir sur les moments de subjectivation que nous avions pu observer dans le process qui s'était engagé. Et notamment dans ces renversements subis, intéressants, qui avaient marqué cette cure parallèlement à notre communication. Alors, dans cette perspective-là, un des moments pour moi clés de cette cure, qui avait d'ailleurs déjà été repéré par nous comme tel, a été le changement de position de l'orthophoniste. Lorsque, contacté par l'assistante sociale au sujet du développement de l'enfant, et entendant la plainte de cette assistante sociale, plainte qui concernait au premier chef la position du psychiatre, à savoir de Jacques Aubry à son endroit, puisque Jacques Aubry refusait explicitement de collaborer au placement de l'enfant, et lorsqu'elle s'est plainte au sujet de ses difficultés personnelles dans l'abord de cette famille, eh bien, l'orthophoniste, au cours d'un coup de téléphone, est sortie de sa position disciplinaire, si je puis dire, et elle a choisi d'accueillir la demande de cette dame, d'écouter sa plainte, de faire droit à cette plainte, jusqu'à lui recommander de faire son travail comme elle l'entendait, en lui offrant ainsi une place dans l'espace, dans le réseau transférentiel créé par cet enfant.
Alors, ce choix de l'orthophoniste, que moi je lis comme un passage à l'analyste, va permettre de fait un effet proprement analytique, pour autant que cette assistante sociale, en entrant dans l'espace du transfert proposé, a pu faire entendre enfin le véritable enjeu de sa plainte. C'est ainsi, mais un peu après naturellement, un peu à contretemps, c'est ainsi que lorsque Jacques Aubry, en tant que psychiatre référent de l'enfant, lui réitéra ses objections à l'égard du placement de l'enfant, et encore plus du placement de l'enfant en appartement de coordination thérapeutique avec sa mère, cette assistante sociale se fit entendre enfin, si je puis dire, comme sujet, via la discordance affichée entre ce qu'elle était supposée représenter, à savoir la loi incarnée par le juge des enfants, et ce à quoi elle tenait, elle, réellement, ce pourquoi elle voulait placer cet enfant, quoi qu'il en soit de son évolution, malgré tout, si je puis dire, et malgré le fait que cet enfant se considérait en sécurité chez sa grand-mère, ou d'ailleurs il était parfaitement en sécurité. Et elle eut cette phrase, destinée à Jacques Aubry, si vous n'êtes pas d'accord avec ma position, vous n'avez qu'à prendre contact avec mon chef de service. Elle renvoyait ainsi Jacques Aubry à son patron, se désolidarisant du discours qu'elle était supposée tenir, c'est-à-dire le discours du juge, et plus généralement le discours de la loi, dont on sait que depuis au moins 1984, elle fait officiellement du placement la dernière des mesures souhaitables pour un enfant. Et dans l'énonciation, pour affirmer autre chose, qui était « il faut placer l'enfant », malgré tout, malgré la loi d'une certaine façon, ce qui disons, en fonction de sa position, était un discours assez aberrant. Dans l'énonciation de ce clivage entre sa fonction et sa position, ce qui prend place est alors un sujet dont j'ai analysé dans mon mémoire la consistance politique à travers un certain nombre de textes sur lesquels, évidemment, je vais parvenir, textes formidablement instructifs sur le nouveau surmoi social qui aujourd'hui prend la place du surmoi légal au nom du trop fameux maintenant, entre guillemets, vivre ensemble. Et je vais vous citer juste un petit texte qui est tout à fait, je crois, emblématique de cette normativité du surmoi social. C'est un texte de 2015 qui est tiré des assises du CNAEMO, je ne sais pas comment on dit ça, qui met bien en évidence le sens de la normativité en jeu dans la résistance de la norme à la loi. Parce que véritablement, pour moi, dans le discours de l'assistante sociale, c'est vraiment ça qui se joue. C'est un clivage entre norme et loi. Alors, je vous lis ce texte très court, mais où on entend beaucoup de choses, je trouve. Derrière le contrôle social, lit-on dans ce texte, nous apparaît la question des normes sociales nécessaires pour vivre ensemble, pour faire société, normes qui permettent de définir ce qui est socialement acceptable, de définir le normativement juste. De ce fait, nous pouvons nous interroger à savoir s'il peut y avoir une pratique éducative qui ne comporte pas une dimension de normalisation des comportements, autant au titre de l'intérêt de l'enfant que de la nécessité sociale du vivre ensemble. À mon avis, là, on a une sorte de résumé parfait du discours normatif contemporain. Ce sujet normatif qui discourt à travers l'assistante sociale, je pourrais le résumer par quelques syntagmes que nous connaissons tous, expertise parentale, compétences maternelles, etc. C'est le sujet de ces nouvelles normativités, en tout cas c'est mon sentiment, mon analyse, qui tiennent le haut du pavé avec la résurgence actuelle des courants rééducatifs, où le néo-comportementalisme à base de cognitivisme s'allie au familialisme d'avant-guerre centré sur la famille maternelle. Sur la figure. Excusez-moi. Mais c'était une famille maternelle. C'était une famille maternelle, sur la figure maternelle. Je n'y insiste pas, sauf à dire que l'inscription, au décours de l'écriture de mon travail, de cet événement discursif qui avait été d'abord repéré et transmis par Jacques Aubry, à savoir, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'avez qu'à contacter mon chef de service, m'a permis de saisir la position transférentielle de cette assistante sociale et tout particulièrement sa demande de collaboration à l'égard de la mère, mais également les raisons pour lesquelles cette mère ne rejetait aussi ardemment, si je puis dire, la demande de l'assistante sociale que pour mieux attirer son attention.
Malgré les apparences, il y avait bien là un transfert et un contre-transfert massif entre la mère et l'assistante sociale, transfert renvoyant au fait que la mère elle-même avait été adolescente, sujette à une mesure d'AEMO et sous la dépendance de l'ASE. Donc il y avait un effet là, là encore, d'inscription, de retranscription. Et la réinscription de ce point dans l'écrit que j'ai produit à ce moment-là a permis, comme souvent dans le processus de l'écriture théorique, de pointer le personnage oublié de toute cette histoire, à savoir la sage-femme qui non seulement avait accouché la mère, mais qui surtout avait donné son prénom à l'enfant, un prénom féminin à un enfant masculin, donc un prénom androgyne, si je puis dire, telle une troisième mère, venant protéger la mère de sa propre mère, de la grand-mère, en faisant très probablement office de tiers, sinon de père, entre les deux femmes. On voyait là que l'assistante sociale ne voulait donc dans cette histoire que reprendre la place de cette troisième mère de l'enfant, jadis tenue par la sage-femme, troisième mère permettant à cet enfant de ne pas sombrer dans la relation de ravage entre la mère et la grand-mère. J'ai aussitôt évidemment partagé, puisque je faisais lire au fur et à mesure de mes analyses, je faisais lire les choses à Jacques Aubry et à l'orthophoniste, j'ai aussitôt partagé ce repérage avec Jacques Aubry et l'orthophoniste, ce qui nous a permis de saisir que, oui, Marie-Michel Pagnotta, que certains d'entre vous doivent connaître, ce qui nous a permis de saisir que tout en accueillant la demande de la grand-mère à mon endroit, nous devions néanmoins, et je devais néanmoins, éviter de jouer front contre front et de manière spéculaire avec l'assistante sociale qui était prise, elle, dans son contre-transfert avec la mère. Donc, il ne fallait surtout pas jouer, évidemment, le CMPP contre l'ASE. Est-ce un hasard si, à la suite de cette analyse que je faisais de ce nouage transférentiel, Jacques Aubry, croyant appeler la grand-mère, fait le numéro de la mère, et si cette mère engage alors avec lui une série d'entretiens téléphoniques, de sorte qu'une dérivation transférentielle puisse avoir lieu et que ne se rejoue pas entre CMPP et ASE la relation entre mère et grand-mère. Alors ça, Jacques nous en parlera peut-être. N'y a-t-il pas, au contraire, dans ce lapsus, la manifestation dont non seulement de l'inconscient joue à l'air libre dans le travail institutionnel, mais dont le maniement du transfert peut s'y opérer à plusieurs. Voilà, donc je vais m'arrêter là dans l'analyse du cas. Car ce qui m'importe au fond, c'est ce travail, ce qui m'importe pas seulement, mais aussi, c'est ce travail d'écriture collective dont, à mon sens, mon propre texte est un effet, une énième retombée, écriture portée par un transfert de travail et s'adressant à un collectif, au point qu'elle a permis de travailler le transfert collectivement et d'en tirer des effets cliniques sur le plan de l'analyse comme de l'acte. Je veux dire de la théorie comme de l'acte. Alors, pour conclure très momentanément, je voudrais revenir sur une phrase de Méchonic qui dit de l'opération de traduction qu'elle consiste à, et je le cite, maximaliser la systématicité des discours jusqu'à entendre là où il y a du sujet. C'est dans un livre magnifique qui s'appelle « Éthique et politique du traduire ». Ce partitif du sujet, maximaliser la systématicité des discours jusqu'à entendre là où il y a du sujet. Ce partitif du sujet dit bien, je crois, le type d'opérativité en jeu dans ce que nous avons conduit collectivement et qui nous a débusqué, nous praticiens, de la question de notre identité d'analyste, pour nous engager dans la question de ce qu'il en est de l'écriture analytique en tant qu'écriture à plusieurs, mais qui a d'ailleurs débusqué aussi bien la grand-mère, qui en redevenant une femme au cours des entretiens qu'elle a poursuivis avec moi, qu'elle poursuit avec moi d'ailleurs, peut cesser d'être la mère de son petit-fils, ou encore de l'assistante sociale qui, en se démarquant de la loi, a pu énoncer son mal-être de travailleuse sociale. Donc, ce partitif du sujet sur lequel je vais m'arrêter. Je n'ai pas mis la caméra là. Ce partitif du sujet me semble dire assez précisément en quoi la dynamique collectivement engagée est bien analytique, mais aussi comment les pratiques analytiques peuvent recréer du lien politique dans les institutions sociales en résistant à l'idéal normatif
de ces institutions sociales. Voilà. Merci. Peut-être, tu sais quoi, on va partager l'écran, hein, d'accord. Plus simple. Ouais, ce sera ensemble. Et peut-être, Jacques, tu veux pas prendre la parole maintenant? Et puis, je prendrai la discussion après. C'est compliqué de prendre la parole maintenant. Ah non, mais parce que Ça va? Non, je veux bien prendre la tu parole avais des maintenant. associations. On l'a fait comme ça. Mets-toi à côté. Voilà. C'est une très belle, une très intéressante cure, une très magnifique expérience d'avoir à la fois cette pratique auprès de cet enfant et d'avoir partagé avec Catherine et grâce à toi aussi et aussi dans ce CMPP parce que d'abord j'avais travaillé avec Michel Bagnota dans un autre CMPP, mais que le CMPP de Fontainebleau, c'est Grignon, mon amitié avec Grignon. Toi, Patrick, c'est le lien que j'ai avec toi ici au Cercle, la façon dont tu m'as proposé d'être délégué à l'interassociatif, enfin tout ce maillage, l'arrivée de Catherine a été un moment tout à fait intéressant, jusque dans un moment surprenant dans ton texte, quand tu dis, au fond, quand tu épingles un lapsus. C'était un acte manqué. Un acte manqué, oui, qui donc doit bien avoir un versant réussi, si je reprends les choses. Et donc, effectivement, là, j'ai pris langue, pour reprendre cette expression, j'ai pris langue avec la mère, et ça continue jusqu'à encore hier après-midi. Enfin, c'est quelque chose qui est en cours. Bon, ce qui est très intéressant, je trouve, dans le travail de Catherine, pour ramener les choses à Catherine maintenant, c'est qu'au fond, c'est comme si je m'étais vu travailler autrement que de moi-même. C'est comme si, au fond, il y avait quelqu'un d'autre qui me regardait travailler, que je regardais travailler, parce que c'est pas toujours évident d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas dans sa consultation. Bon, alors, ce trans individuel est vraiment une question intéressante et passionnante. Ce que je souligne, c'est le lien que tu fais. Le lien que tu fais. C'est ce que je voudrais souligner, je trouve très intéressant la distinction que je n'avais pas conceptuellement comme ça aussi clairement entre écriture littorale et écriture littérale. J'ai dit quoi? Littoral, mais c'est oui, littéral. Oui. C'est encore un acte manqué. Un lapsus, là. Là, c'est un lapsus. Mais si tu veux, je peux reprendre un peu la discussion et relancer sur l'écriture aussi comme un temps. Voilà, ce temps. Mais quelque chose, je crois que ce serait, pour moi en tout cas, à élaborer, c'est quand je dis je me sentais observé par quelqu'un qui n'était pas moi-même, mais qui quand même appartenait à quelque chose dans lequel je suis sujet. Voilà, merci. C'est fort. Ouais. C'est fort. C'est fort de dégager la question de le lieu où l'analyste s'est senti ou était comme sujet. En tout cas, ton texte est tellement foisonnant que j'avais plusieurs lignes de questions. Je me suis dit que peut-être le mieux, c'est j'ai cumulé, je n'ai pas fait un écrit, j'ai cumulé les questions et je me suis dit que peut-être peu à peu, tu pouvais les, comme les boules de laine, hein? Tirer un fil. Oui, tirer un fil et puis voir par où. Bon, commençons par les débuts, parce que j'ai trouvé les débuts, déjà, la manière dont tu décris ton positionnement. J'ai apprécié déjà la manière que tu as de situer
cette étude de l'objet qui t'occupe et que tu as traité dans un discours universitaire, hein, c'est-à-dire les transferts entre institutions, sans les dissocier, d'être situés en partant de ton expérience subjective dans les institutions de soins et autres que tu as parcouru. J'ai dit et autres parce qu'on entend bien, lorsque tu parles du cas, la manière dont tu dessines l'institution famille aussi, avec tout ce qu'elle a d'idéologique et de la manière très, je sais pas singulière, mais particulière que cette famille a de fonctionner. Et justement, en n'est pas la rendant pathologique. En n'est pas la rendant pathologique. Alors, ceci, comme tu le rappelles, tu l'as fait en citant les textes de Freud sur les masses et n'est qu'une affirmation. Donc, que si la pensée a besoin des catégories pour structurer sa production, les transferts percés n'en utilisent point. Ces points, tu les rappelles aussi en affirmant qu'il n'y a pas de psychopathologie dans la psychanalyse. C'est aussi une manière de dire cette catégorie, ce qui est tout à fait discutable avec beaucoup d'analystes, autant lacaniens que non lacaniens, que psychanalystes tout court. Donc, enfin, pour ma part, j'ai soutenu aussi cette perspective dans le numéro 33 de Kevoy, je ne te l'avais pas dit, sur psychanalyse et psychopathologie. J'avais fait un article, d'ailleurs, c'était au moment où j'entrais au cercle, qui s'intitulait « On n'y voit rien », pour paraphraser les titres d'un livre de Daniel Arras. En tout cas, ce rappel devrait, à nous, psychanalystes faisant partie d'une association, donc d'un groupe sous l'égide du nom du signifiant les cercles freudiens, nous donner à penser, vraiment. Et je voudrais te citer un paragraphe pour que on puisse, dans tout ce foisonnement de ton texte, retenir. Ce qui fait société pour Freud, ce ne sont pas les individus comme tels, mais les complexes d'affects et de représentations qui à la fois les unissent et les divisent. C'est pourquoi les institutions ne trouvent leur cohésion que grâce au processus de défense qu'elles opposent à la désagrégation provenant de cette division. Processus de défense qu'eux-mêmes relèvent de même processus inconscient que les phénomènes de clivage dans lesquels les individus sont pris. Ça, c'est ce que elle nous a dit, Catherine nous a dit à sa première page. Bon. À partir de là, tu déploies donc ton hypothèse à propos de ce qui ferait style dans une institution de soins. C'est ton titre. La référence théorique aux fondamentaux de la psychanalyse associée à l'expérience du transfert de chacun serait productrice d'un effet des surgissements du sujet, entre guillemets. Donc, du sujet de l'inconscient, évidemment, nous entendons ça, que je rapproche pour ma part de ce que Lacan élabore du côté de la fonction du plus un, du sujet. Plus un qui traverserait les collectifs. Cette proposition se trouve dans les textes de la proposition pour l'école. Une fonction se dégage, qui peut être en personne. Ce n'est pas dans un appareillage institutionnel où le plus un est nommé, mais qui est en personne. Bon, si cette lecture te convient, j'aimerais aussi que tu en dises quelque chose à ces propos. C'est quelque chose, appelons-la pour l'instant vérité qui circule, qui circulerait, devrait en principe être entendu par quelqu'un qui incarnerait cette fonction. Et si quelqu'un incarne cette fonction, ça peut être n'importe qui, pour qu'il y ait construction et repérage de ce que tu appelles du sujet. Évidemment,
la manière dont tu la racontes, Marie-Michel Pagnotta est analyste, mais elle est orthophoniste dans l'institution. Et là, en effet, dans les travaux avec vous, il s'est autorisé justement à poser un acte analytique. Donc, c'est pour ça que le mot commande m'a beaucoup surpris quand j'ai lu l'initiative de vous proposer ces passages au public. Ce n'était pas une commande, c'était un effet de votre prise des paroles. Vous étiez à un moment donné, toi, Jacques et Marie-Michel, avec une intervention aussi de la secrétaire, à ce moment-là, c'était la secrétaire, Delphine, vous étiez pratiquement seul. Nous étions là, évidemment, mais vous étiez en train de construire, élaborer la tenue de ces transferts au pluriel, qui étaient très compliqués. Donc, ce n'était pas une commande, c'était une proposition qui, en fait, était logique, dans votre logique, de conclure par un passage à l'écrit, donc au public. Et il faut dire que… Oui, par rapport au thème du colloque qui était complexité, le thème de la complexité. Mais surtout, parce que justement, à la fédération, au comité scientifique, lorsque j'ai amené l'idée que peut-être en plénière, une équipe des CMPP pouvait tisser avec une public et de discutants, donc c'était Patrick Lanman et Cynthia Fleury, vos propos. Il y a eu quand même une question, mais comment, bon, mais ça c'est plutôt pour un atelier, c'est pas pour une plénière, alors que votre manière de transmettre, enfin vous étiez dans une transmission, je dirais à votre insu, qui n'appelait que ça, un passage au public. Et ça nous pose question sur beaucoup de choses, même sur l'artifice de la passe que Lacan, à un moment donné, a pointé, même si ça n'a pas marché, n'importe. Pas cette procédure-là qui est devenue un protocole. Voilà. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je voulais te dire. Ce n'est pas du côté de la commande, mais de la proposition. Et que, justement, l'idée, c'était s'il fallait ou pas parler avec l'assistante sociale, mais d'elle-même, Marie et Michel avaient déjà proposé un rendez-vous téléphonique. Oui, c'était en suspens. Oui, elle l'avait proposé. Pour finir, parce qu'il y en avait plusieurs questions, mais pour finir, c'est justement, et puis je viendrai sur une autre question, cette boussole théorique des 4 discours, j'aimerais que si tu peux la déployer un tout petit peu avec ce que tu avances sur la normativité et l'idéalité. Et ensuite, je reviendrai un tout petit peu sur les cas, si la salle me permet. Merci. Oui, merci Nora, merci de ta lecture. Je suis particulièrement contente qu'on partage évidemment cette conversation ce soir parce que j'ai aussi travaillé avec toi momentanément au CMPP et puis qu'effectivement tu as été l'élément, on va dire, alors oui, un peu le plus effectivement dans cette affaire. En personne. Enfin, en personne. En personne, au sens de la personne, quoi. Oui. Ou la persona, ou la personne. Effectivement, pour moi, c'était une expérience tout à fait exceptionnelle de vivre un peu quelque chose qui serait, disons, de l'effet analytique sans, on va dire, sans analyse attitrée. De l'effet analytique, disons, mouvant, c'est-à-dire au sens où tout ceci n'obéissait pas du tout à un plan, à un programme, évidemment. Tout ça s'est produit de manière parfaitement aléatoire, où le hasard a joué un rôle considérable, où ce qui a été évidemment important, c'était la capacité de chacun d'entendre ce hasard. Par exemple, la manière dont toi, Nora, tu as effectivement entendu cette intensité transférentielle qui se jouait vraiment in presentia, vraiment, entre l'orthophoniste et nous, puisqu'on n'avait jamais parlé, en fait. Et tout d'un coup, il y a une espèce de cristallisation transférentielle que tu saisis au vol,
qui effectivement t'amène à formuler ta proposition. Non, mais tu as raison de parler de proposition parce que je ne l'ai pas vécu comme une commande. Effectivement, c'est après on peut toujours se demander qui commande le texte qu'on fait. Hein. C'est plutôt, disons, par après que quand on est amené à produire un texte devant un public, on se dit, mais d'où vient la commande? Bon. Voilà, c'était plutôt à ce titre-là que j'ai parlé de commande. Et donc, il y a ce côté saisi au vol, hein, du processus transférentiel qui, d'un coup, fabrique effectivement du sujet, sans que personne ne soit vraiment l'auteur, hein, de ce phénomène. Moi, effectivement, je le lis à cette figure du plus un lacanien, effectivement, et je trouve ça… voilà, là c'était une sorte d'expérimentation qui sortait de l'institution analytique, hein, au sens où rien de tout ça n'était décrété. Ça a eu lieu. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça a eu lieu? Alors moi, à mon sens, ça a quand même eu lieu parce qu'on était dans une institution qui dérogeait en partie à sa fonction sociale. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un CMPP, donc quand même la vocation sociale effective est disons, d'insérer, d'intégrer, de normaliser, comme on l'a entendu dans le texte tout à l'heure, et qui fait autre chose. Hein. Et cette sorte de discrépance entre ce qu'on fait et ce qu'on est supposé faire, hein, crée effectivement, je crois, l'espace. Discrépance. Oui, discrépance au sens… ce hiatus. Hein, ce hiatus entre les deux fait effectivement, je crois, la possibilité que du plus un surgisse. Voilà. Ça, j'en suis assez persuadée. Et que donc, il y a quand même du désir derrière tout ça, évidemment. Hein, c'est-à-dire… voilà. Alors, ensuite… Tu l'articules avec la question du style, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça fait du style sans auteur. C'est ça qui est formidable. Hein. C'est ça qui m'a intéressée. Ou alors, disons… voilà. Et pour moi, c'était une expérience très, très neuve, pour autant que mon passé, disons… à la fois d'auteur et d'universitaire, faisait qu'effectivement, l'auteur est au contraire, disons, de manière assez traditionnelle, c'est quelque chose qui est, disons, qui est programmé d'une certaine façon. On se fabrique comme auteur d'une certaine façon, et c'est comme ça qu'on le devient. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Or là, ce n'était pas du tout le principe, et j'ai trouvé ça admirable, très analytique, parce qu'au fond, j'ai découvert beaucoup de choses au fond de l'analyse dans cette expérience, en fait. Enfin, je veux dire, la puissance de l'effectivité analytique. Alors, voilà. Alors, d'autre part, tu m'as posé une autre question qui était effectivement, du coup, effectivement, ce partitif que j'emploie du sujet, hein, c'est-à-dire cette idée que l'enjeu de notre travail, c'est dans les institutions sociales, c'est justement de faire surgir du sujet, et aussi bien dans la cure de l'enfant, mais aussi bien dans sa famille, chez l'assistante sociale, chez l'orthophoniste, chez nous-mêmes. C'est-à-dire, là, on a une espèce on va dire, de surgissement, on va dire, de sujets, hein, en différents lieux, dans un certain laps de temps. On voit bien que c'est disons, de l'ordre de l'événement, que ça n'est pas destiné ni à se reproduire, ni à se programmer, etc. Mais que là, il y a effectivement quelque chose qui prend dans des événements de parole. Hein, et évidemment, je n'ai pas pu vraiment, disons, faire entendre tous ces événements de parole, mais j'en ai en fait entendre quelques-uns. Hein. Je crois que ce qui a été un peu au départ de cette expérience, c'était le soin extrême de chacun à, disons, être à la fois le témoin, à répercuter les dits qui véritablement l'avaient marqué. Et ce serait intéressant d'ailleurs, à ça. On revient là, quand on a repris, parce qu'on a repris cette thérapie après un autre thérapeute, le moment où quelque chose a démarré avec lui, c'est le moment où il a dit bon allez ça va, hop, et il est allé chercher dans un endroit caché du CMPP une boule de pâte à modeler qui était là depuis 6 mois en attente. Enfin ça a été un moment extraordinaire. Ça, Catherine le dit beaucoup plus, de manière plus, disons, manifeste dans son mémoire. Bon, ceci reprend les mémoires, mais c'est assez… Bon, là, c'est la question de l'auteur, parce que c'est que tu nous fais entendre dans les mémoires que tu n'as pas repris, c'est que le sujet, ils ont été réticents
à ce moment-là. Mm. Il y avait une réticence Tout à fait. de par les deuils du transfert de l'analyste qui était parti et dont vous aviez repris la main, Oui. qui était parti à la retraite d'ailleurs. Donc, il y avait aussi quelque chose d'un temps d'âge. Or, cette boule que vous avez travaillée qui faisait permanence de l'autre après son départ, il me semble que ça a coïncidé avec la question du père. Oui. Enfin, c'est à reprendre. Oui. Mais il me semble, quand j'ai lu les notes, qu'il y avait, quand tu reprends les choses du côté du sujet, il y avait quelque chose du côté du père. Et c'est très étonnant parce que la manière de soutenir ces transferts et faire que cet enfant, maintenant pubère, avance dans sa position sexuée, a été toute cette construction, même les passages au public, pour un enfant. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour un enfant. Et donc, pour que du père et du sujet Absolument. puissent avoir une permanence. Et donc, une ouverture symbolique où il, grâce au travail qu'il a fait avec l'analyste qui s'est dit orthophoniste, Marie-Michel Pagnotta, lui déposer son symptôme et partir sur la scène analytique des transferts. Voilà. Voilà ce que... Oui, absolument. Enfin, effectivement, pour moi, ce qui était assez étonnant, c'était que la nécessité de ce passage à l'espace public pour que véritablement quelque chose comme du père puisse exister pour cet enfant. Et ça, c'était extrêmement, ça a été très manifeste, cette chose-là. Alors, tu m'as posé une autre question encore qui est sur effectivement les 4 discours et la manière dont je pointais ce passage à l'analyste, au discours de l'analyste, ou disons l'effectivité du discours analytique au moment où, d'une certaine façon, à la fois l'action de l'orthophoniste, ou plutôt son écoute, et d'autre part, disons, la fermeté aussi du psychiatre, enfin, et psychanalyste de Jacques, permettent qu'il y ait ce découplage chez l'assistante sociale entre ce qu'elle est supposée dire et ce qu'elle dit. Et là, à ce moment-là, effectivement, on voit bien dans cet effet de disjonction un effet strictement, à mon avis, qui relève du discours de l'analyste. Voilà. Et qui n'est pas un discours précisément, enfin, en ce sens-là. Voilà. Au sens, voilà, il produit ces effractions. Voilà. À la salle. Retour à la salle. Enfin, à la salle. Aux collègues. Si vous avez des questions. Tu as ouvert les micros? Non, mais on entend. Vous m'entendez? Mais s'il ne peut pas répondre. Non, ils n'entendent pas. Si tu n'as pas ouvert le micro, ils ne peuvent pas. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est pas. Que ce soit vous qui preniez la main. Moi, je passerai la main parce que... Ouvre. D'accord. Parce que là, tu es fermé. D'accord. Là, tu es fermé. Mais justement, mais il faut ouvrir parce que tu as fermé tous les micros. Oui, c'est avec toi qui peux les ouvrir. Dans les participants, attends, parce que est-ce que tu m'as nommé co-animateur? Moi, je veux bien. Non. C'est toi qui peux le faire seulement. Demande qu'il y a une question à poser. Moi, je débloquerai. D'accord. Donc voilà, excusez-nous, là, c'est un peu laborieux. C'est muet, attends. Parce que tu as fermé les micros de Catherine, il faut que tu l'ouvres. Ah, là, il est ouvert. Là, il est ouvert. Voilà, pardon pour ce processus un tout petit peu laborieux. Donc, Patrick, vous pouvez poser vos questions. Voilà, essayez de vous dire si vous avez des questions, évidemment. Des remarques aussi. Des remarques, des suggestions, Tu dois ouvrir les micros. Des suites, je serais évidemment très, très contente de… Non, ils ne sont pas ouverts là. Mais pour ça, il faut que Patrick ouvre vos micros, ce qui n'est pas le cas. Donc, peut-être en levant la main. Oui, lever la main. On ouvre le micro de celui qui lève la main. D'accord. Alors, il y a iPad de Myriam. iPad de Myriam. Hein. Oui, regarde. Mais sauf que son micro est fermé. Attends, on va l'ouvrir. Elle a ouvert la main, oui. Oui, tu es en bas. Mais tu l'as pas. Tu lui ouvres? Tu lui ouvres son micro? Tu peux pas. Elle peut le mettre elle-même. Ah. Je ne crois pas, non? C'est Myriam? Oui. Myriam, si tu nous entends, tu ouvres ton micro et tu nous parles.
Je ne pense pas qu'elle puisse l'ouvrir si tu ne l'aides pas. Si, on peut l'ouvrir, on peut l'ouvrir. Super. Bon, superbe. On peut ouvrir son micro chacun. Bon, Super. formidable. Hmm. Myriam, je m'en Bon, vais qui veut prendre la parole là? Myriam? Je ne crois pas. non. Ah. Moi, je Oui. veux bien. En fait, c'est assez amusant. Je n'avais pas levé la main, mais je pensais à quelque chose. C'est-à-dire que Catherine Perret a parlé du hasard qui avait permis cette circulation. Et moi, j'ai envie de dire que c'est votre position respective d'extrême sensibilité à l'autre que vous écoutez qui a créé du hasard. C'est plutôt, enfin, je le verrai dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce qui a créé du hasard, c'est cette espèce de possibilité. Moi, j'ai été très frappée de voir comment chacun des intervenants, à un moment ou à un autre, a pris l'initiative d'écouter quelqu'un qui, au début, était simplement un élément gênant, hein, la mère, la grand-mère, par rapport à l'enfant, je veux dire, puisque c'était l'enfant. Et donc, moi, j'ai eu le sentiment que cette fluidité, ce hasard, il a été le produit de cette disponibilité de chacun. C'était assez impressionnant de voir comment, enfin moi je trouve ça assez rare, comment chacun des intervenants a pu, au fond, entendre quelqu'un de différent, parce qu'il y avait l'enfant, il y avait tous les autres, et comment chacun a pu bouger. Voilà. Oui, oui. Alors effectivement, oui, j'aime bien votre manière de poser la question, hein. Je serais en partie assez d'accord avec ce que vous dites, pour autant que cette extrême, on va dire, attention au discours, hein, crée j'allais dire, un processus presque de désubjectivation, si je puis dire, et fabrique du hasard. C'est-à-dire, au fond, on est tellement à l'affût de tout ce qui peut s'énoncer, Oui. qu'à un certain moment, on est soi-même, on va dire, presque, voilà, il y a presque un moment oui, c'est ce que j'appelle la subjectivation plurielle, c'est-à-dire qu'au fond, ça se passe vraiment entre, et qu'il n'y a aucune espèce de crispation sur ah bah oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de saisie au vol, de passage à l'autre, de rebond, etc., qui fait qu'effectivement, je crois quand même que quand je dis hasard, je veux dire que c'est des situations, à mon avis, complètement aléatoires. C'est une manière pour moi de dire qu'à mon avis, ce n'est pas du tout des choses qu'on peut programmer. Et que Tout à fait. ce sont des événements, mais ce sont des événements sur lesquels, par exemple là, j'ai pu faire l'expérience qu'on pouvait non pas compter dessus, mais que ça arrivait. Et que c'est quand même très important dans la vie institutionnelle de savoir que ça peut arriver, et qu'il faut créer cette extrême présence d'esprit, cette extrême intensité pour que éventuellement quelque chose se passe. Enfin, à mon avis, aujourd'hui, une des rares armes qu'on ait, c'est notre intensité dans ce type de mise en œuvre. Voilà. Enfin, oui, justement, enfin, j'ai envie presque d'insister sur le fait. Ah, Ça va? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Juste, j'ai envie d'insister sur justement le fait que le rôle et la fonction de chacun ne sont pas figés. C'est ça que j'ai trouvé assez précieux et assez remarquable. Ça n'est pas figé et on a l'impression que chacun a une marge pour bouger. Hein, voilà. Tout à fait, absolument, merci. C'est Pascal Assoun maintenant. Pardon, Oui. Myriam, je ne voyais plus, alors je ne savais pas qui parlait. Non, j'aurais voulu aller dans le sens de Myriam, parce que je suis frappée justement de cet espace possible entre l'un et l'autre, et en même temps une forme d'attention aussi à l'autre. Il y a une espèce de reconnaissance en fait qui a une place pour chacun, c'est-à-dire on n'a pas l'impression que chacun veuille posséder l'enfant.
hein. Il n'y a pas une concurrence, en fait, des positions. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est ce qui s'est passé, c'est ce passage au public. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vous l'avez très bien dit, Catherine, il y a une espèce de réflexion supplémentaire, quoi. On est un tour de plus. Et voilà, donc moi, je voulais simplement aller dans le sens de ce que disait Myriam. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses que j'ai vécues moi-même dans un CMPP. Et ça fait du bien d'entendre qu'il peut y avoir de l'analyse qui soit autre chose que ce qui se passe dans le cabinet de l'analyste. C'est-à-dire, il y a de l'analyse, mais on est dans d'autres modalités, en fait. Et je trouve que vous l'avez très bien fait passer. C'était très intéressant aussi, cette relecture de Freud, parce que je n'avais pas fait très attention à cette manière dont Freud parle du rapport entre les individus et le groupe. Oui, c'est très frappant. Enfin, c'est politiquement très frappant, en fait, hein, parce que c'est une déconstruction radicale dont lui-même, d'ailleurs, ne dit pas grand-chose, mais qu'il opère de manière assez très efficace, en fait. Ça a été bizarrement pas commenté. Hein, bizarrement pas commenté. Oui, pardon, pas commenté, mais entendu, parce que la pratique des psychanalystes qui travaillent avec des équipes s'effondre aussi sur ce type des positions. C'est pour ça que j'avais avancé, bon, ce terme que tu apprécies et que j'ai travaillé un peu plus pour un article qui va paraître dans un livre sur l'autisme chez RS. Et cette question du dispositif transférentiel. Parce que ce dispositif transférentiel, c'est ce qui nous permet qu'il y ait du sujet et qu'il y ait une circulation de la vérité. Et que l'analyste trimballe avec lui dans toutes les fonctions où il intervient en tant qu'analyste. Oui, bonsoir. Yacine Amis. Je suis aussi assez, comment dire, touchée par cet enfant qui aussi prend une part d'analyseur dans toutes les interactions qu'il y a dans ce dispositif voilà, qui passe de l'hétéroclite à l'hétérogène, justement. Et comment il s'efforce. Bon, il s'efforce et soutenu par les uns et par les autres, et probablement les contradictions des uns et des autres. Comment il s'efforce quand même de mettre en relation, de tisser un peu cette constellation autour de lui. Je trouve ça, cette part de l'enfant, assez intéressante et quasi winnicottienne. Oui, tout à fait. C'est très frappant. C'est pour ça que j'ai parlé d'un réseau transférentiel créé par l'enfant. Oui. Parce que c'est vraiment lui le sujet. D'autres questions? Je disais à Jacques que ça me faisait penser à votre intervention, Yacine Amis, que ça me faisait penser à ce que... Non, on n'entend pas. Oui, à ce que Alain Didier-Veil travaillait à partir du oui de oui, hein, de la Beillarde. Ça fait et comment les sujets dans la réticence, de par la perte du transfert avec son premier analyste, à un moment donné, il a dit oui. Oui, alors là dans ce cas, le oui, une sorte de capacité. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Il faut couper le micro. Il y a un Larsen terrible. Hein. Oui, il y a un Larsen terrible. Ça, c'est quoi?
Essaye. Effectivement, Non, c'est pas. Il y a un problème. Il faudrait qu'on mette qu'un seul ordinateur, en fait, c'est sûr. Ben, si je coupe mon ordinateur, il n'y a plus de... J'ai coupé le micro. Essaye maintenant. Essaye. Vas-y. oui, effectivement, et là, ce oui de l'enfant, enfin, je veux dire, cette initiative de l'enfant a tenu, et c'est ça qui est très, très remarquable, je crois, et qui m'a laissé beaucoup à penser, parce que je l'ai retrouvé ensuite dans des cures plus classiques, que c'était sous la forme d'une réserve ou d'une réticence, que j'ai appelée la réticence, que l'enfant ouvrait finalement cet espace possible, hein, et ce part-de vers lui, hein, ou ce fort intérieur de l'enfant, qui en fait est son affirmation, enfin, sa proposition à lui, hein, que c'est la manière dont il se retire comme enfant, et à mon avis c'est propre, hein, aux enfants, Qui évolue. qui est bien sûr évolue, hein, mais c'est cette position de départ de l'enfant qui va ouvrir quelque chose. Et ça, c'est très remarquable dans ce cas, en tout cas, et dans le cas de cet enfant-là. Est-ce que tu es là, Marie-Michel? Non, je crois pas. Elle était là, mais je ne sais pas. Marie-Michel, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Ah, là, voilà. Tu dois couper, tu dois ouvre ton micro, Marie-Michel. Clique sur le micro. En bas à gauche. Tout en bas de ton écran à gauche, il y a le micro qui est barré. Tu les débarres. On ne t'entend pas. Encore un effort. Bon. Tu ne peux pas ouvrir son micro? Fais-le alors, parce qu'elle n'arrive pas. Elle est à côté, avant des Pierre Boismenu. Elle vient Pierre Boismenu. Tu as vu Pierre Boismenu? Tu as Daniel Weiss? Il faut que ce soit elle qui active son micro. Bon. Ben, on ne t'entend pas, Marie-Michel. Si tu n'ouvres pas ton micro, c'est à toi de le faire. En bas, à gauche, il y a un petit micro barré. Voilà, tu les débarres et puis tu montes les volumes parce que probablement le volume n'est pas monté. Mais là, ah, voilà. Là, tu y es. Non, elle a... Ah non, tu l'as rebarré. Tu l'as rebarré. Non, il est connecté. Non, là, il est barré. Bon, écoute. Bon. Elle n'intervient pas, elle n'intervient pas. Voilà. C'est comme ça. Bon, d'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que je pourrais intervenir? Oui. Oh, oui. Oui. Ce que j'ai trouvé intéressant dans votre exposé, Catherine Perret, qui ouvre sur, je trouve, beaucoup de questions en rapport avec le travail institutionnel et le travail à plusieurs. Oui. C'est effectivement cet effet. Alors, vous avez dit de l'analyste. Vous pourriez dire votre nom parce qu'on vous voit Patrick pas. Chemla. Patrick Chemla. Ah, super. Là, on te voit. On est nombreux, voilà, oui. Oui, donc, ce que je trouvais intéressant par rapport à votre expression de l'analyste, il me semble que c'est plutôt la question de l'analyse qui surgit, des effets d'analyse, comme vous avez dit, de l'effet sujet ou du sujet. Et je voudrais relever aussi ce qui, au-delà de l'écriture, est tout à fait remarquable dans ce que vous avez dit en termes de construction de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a un espace quand même entre des corps, entre plusieurs corps, entre plusieurs personnes qui bougent, se déplacent, déplacements psychiques, mais aussi déplacements physiques, actes manqués, mais aussi effectivement c'est tous ces déplacements qui construisent cet espace transférentiel. Et bien sûr que justement, il y a un effet de hasard. Vous avez parlé de style, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même quelque chose de l'ordre de la méthode? C'est-à-dire quelque chose qui rend possible cette survenue du hasard, cette survenue de l'effet sujet, qui fait qu'il peut y avoir du déplacement sans que ça soit prescrit ni interdit. Les deux.
C'est-à-dire que si c'était effectivement prescrit, ça ne marcherait pas, mais en même temps, il y a un effet de possibilisation de l'espace institutionnel qui rend cette affaire possible. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire de la méthode, finalement, de travail dans le lieu où vous avez travaillé et pratiqué ce travail, cette cure? Oui, alors, merci de cette question très intéressante, effectivement. Alors, je ne sais pas si j'emploierais le mot de méthode, hein, parce que la méthode renvoie toujours à l'idée d'une sorte de linéarité, hein, de ligne droite. Là où, au fond, il me semble qu'on a une question qui nous ramène à qu'est-ce que c'est qu'une pratique. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui a fait la rigueur, hein? Qu'est-ce qui a fait la rigueur de la démarche? Parce que moi, je pense qu'il y a une vraie rigueur dans cette démarche. C'est-à-dire que même si ça produit du hasard, mais il n'y a rien de hasardeux, en fait. Hein, il y a d'abord évidemment un désir commun que ça ait lieu, bon, ça c'est clair, mais il y a vraiment une rigueur dans la pratique. Hein. Alors, c'est peut-être ce que vous appelez méthode, hein, mais ce que j'appelle rigueur dans la pratique, c'est qu'au fond, alors c'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est que je crois que ce qui a été pour moi très intéressant, c'est de voir qu'il n'y avait pas, disons, de référence à la psychanalyse avec un grand P. Oui. C'est pour ça que je résiste un peu à votre idée qu'il y a de la psychanalyse, mais pas du psychanalyste, enfin, vous voyez, hein, c'est-à-dire au sens où, voilà, mais, et que d'une certaine façon, chacun de nous est resté très, très collé à sa propre, disons, là où il en était dans cette cure, pour lui, par rapport à l'autre, le binôme thérapeutique, par rapport à l'équipe, par rapport à l'assistante sociale. C'est-à-dire, il y avait une démarche extrêmement précautionneuse. Surtout, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu très, très peu de, j'allais dire, on se laissait très peu de marge de manœuvre dans cette chose-là. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu que, il y avait quelque chose d'assez protocolaire, en fait, dans la manière qu'on a eu de travailler, qui était une manière de rester au plus près de notre pratique, sans jamais essayer, alors même qu'on a parlé vraiment des heures avec Jacques Aubry et puis l'orthophoniste et Marie-Michel, hein, on a parlé, je crois, on a fini par parler, mais jamais en essayant de rabattre ce qui était en jeu dans l'expérience sur des catégories que nous connaissions, et en essayant, et c'est là où je tiens quand même beaucoup à cette affaire d'écriture, et en essayant véritablement d'écrire le process. J'allais dire, et c'est la différence que je trouve, c'est là que je tiens à la distinction entre cette écriture qui est littérale sans être scripturaire. C'est-à-dire qu'il y a une manière de mener les conversations entre nous, enfin, que j'ai trouvé d'une précision que j'ai rarement rencontrée, en fait, où véritablement la nomination était à la fois, il y avait le risque de la nomination, que l'autre la reprenne ou pas, et qu'on allait comme ça de nomination en nomination à partir des énoncés de l'enfant ou des énoncés de la famille, etc. Et que c'est dans ce travail extrêmement précis, en fait, hein, presque graphique, hein, et je rejoins votre idée d'espace, hein, c'est-à-dire de nomination en nomination de ce qui se passait, de ce qui avait lieu, hein, que effectivement quelque chose a pu s'inscrire, c'est s'inscrire pour l'enfant, mais s'inscrire pour nous aussi, comme on va dire, comme tandem, comme trio, comme etc. Et puis finalement s'écrire et se réécrire, etc. Et je crois qu'il y a tout ce process qui fait pour moi, disons, non pas la méthode, mais la rigueur de la pratique, hein, qui est cette nomination à plusieurs, ce travail-là qui est un mode d'inscription qui demande énormément, je trouve, d'ascèse, hein, si on ne veut pas revenir au non connu, hein, mais si véritablement, voilà, chaque nomination est une invention finalement. Et voilà, et ça, je crois que ça marche. Alors, je sais pas, je ne dois pas répondre exactement à votre question, mais j'essaie de vous dire le plus précisément possible ce qui m'a semblé avoir expérimenté, hein, puisque pour moi, c'est de l'ordre d'une expérimentation. Non, je crois que vous appelez effectivement rigueur ce que j'essaie de désigner par méthode. Par méthode, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il en est du style? Voilà. Oui, oui. Ce qu'il en est du style, alors, c'est qu'effectivement, tout ça, alors moi, c'est peut-être parce que je suis très sensible, évidemment, à la chose artistique, hein, que j'aime bien analyser les phénomènes
qu'ils ont sur le mode du style, c'est qu'effectivement, c'est ce que d'abord ça a donné un texte très très bizarre. Hein. Moi, je me suis retrouvée à écrire un texte invraisemblable pour moi d'une certaine façon, on va dire, pour une partie de mon moi en tout cas, c'est-à-dire un truc qui était, disons, vraiment complètement décousu, vous voyez, c'est-à-dire complètement, voilà. Bon. Et j'ai trouvé que dans ce côté profondément bancal, c'était bien qu'il y ait eu ce risque pris d'un texte complètement bancal, qui a été présenté devant je ne sais pas combien de centaines, voire plus, milliers de personnes, hein, dans cette impréparation, non, dans cette hyper, très préparé, mais complètement, mais oui, claudiquant, boiteux, mal, voilà, hein, mal ajointé d'une certaine façon. Et là, curieusement, ça a fait un style, vous voyez, hein, c'est-à-dire comme on voit dans certaines œuvres artistiques, hein, des trucs qui sont complètement, voilà, de briques et de broc, voilà. Ça fait du style, c'est-à-dire ça écrit quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire, voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Quelque chose que tu avais répondu. Oui, non, par rapport à cette question des styles où elle ne les prend pas du côté de les styles et les réels, etc. Hein, Catherine, mais elle dit par contre, j'essaye de voir là où tu dis les trous, les mots qui trouent. Ah oui, la valeur trouante. La valeur trouante des mots, c'est, montre-moi, parce qu'en plus je n'ai pas mes lunettes. Attends. La valeur trouante des mots, c'est presque, ah voilà, c'est presque à la fin, quand tu dis que cette valeur trouante de mots comporte en effet un réel qui est entendu. C'est-à-dire, et alors, justement, ça c'était aussi une question que je me posais, parce que, en effet, dans les travaux qu'on fait avec les parents, par exemple, c'est alors qu'ils ne sont pas en demande envers un analyste, on fait quand même un travail, voilà, dans les CMPP. Cherche-moi ces paragraphes si tu te souviens. Et il y a en effet des mots qu'on entend alors qu'on vient de rencontrer les parents, on vient de rencontrer la famille. Il y a des mots qu'on entend qui s'accentuent, qui provoque un changement des modulations de la voix ou une expression du corps, un chat à la gorge, un bruit viscéral, d'autres types de langage. Et je trouve, voilà, et c'est ce que tu dis, justement en parlant de citant Méchanique, tu dis, on voit bien que c'est l'écriture de l'analyste et comment elle se nourrit de ce que les traducteurs et Méchanique appellent l'essence du langage, expression où il n'entend pas l'essence des mots, les signifier, mais cette écoute interne qui suit la force des tractions de certains mots, l'énergie qui leur donne leur force trouante, leur valeur d'ouverture sur le réel, l'ouverture sur le réel, et qui pour lui porte le processus de traduction. Et ça, tu avais fait les rapprochements entre Hubert Tragung, et en effet, bon, là vient tout un autre pan de résistance au transfert. Hein. Absolument. Et je crois effectivement que ce que j'appelais nomination tout à l'heure, ça a à voir vraiment avec ça, hein, c'est-à-dire avec cette capacité à se laisser véritablement porter par cette énergie en rebond, hein, de la parole et la manière dont effectivement elle fait trou en fait. Elle fait trou et elle ne le fait pas pour un seul, elle le fait pour plusieurs. C'est ça qui est en l'occurrence pour moi tout à fait intéressant et impressionnant en fait. Alors, je ne sais pas si... Il y a quelqu'un qui veut dire. Oui, je crois que quelqu'un parle. Qui est-ce? C'est moi. C'est moi. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? C'est qui? Ah, c'est Richard Brodin? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous m'entendez bien? Je peux parler? Oui. D'accord. Bon, écoute, merci Catherine et aussi tous les autres, Jacobry et bon, le CMPP de Fontainebleau. Voilà.
Bon, j'aimerais intervenir pas tellement sur le processus analytique en lui-même que justement la survenue de l'assistante sociale, voilà, disons, cette survenue problématique m'interroge. Là, voilà. Et donc, je trouve que l'assistante sociale joue le rôle un peu de retour, effectivement, de la norme sociale sur la scène du CMPP. Et à un moment donné, effectivement, elle risque de tout chambouler, semble-t-il, puisque son chef de service lui a dû lui dire que malgré tout, il fallait faire un placement familial, il fallait le mettre dans un centre d'éducation, etc. Donc ça chamboulait effectivement complètement ce que vous avez mis en place. Et je pense qu'à partir de ça, alors que cet enfant était quand même en sécurité affective chez sa grand-mère, à partir de ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'angoisse mobilisante dans votre collectif transférentiel qui a créé une certaine tension et autres, enfin des jeux d'échange qui a fait que là s'est créé un affect, en tout cas, qui a été très mobilisateur et peut-être même y compris pour l'enfant. Que cette assistante sociale, qu'est-ce qu'il fallait en faire? Jacques Aubry a refusé de lui parler. Je trouve ça, bon, c'était son choix, et après, il est respectable, mais Non, il n'a pas. Il a répondu au téléphone. Il a répondu au téléphone, mais il n'a pas rencontré au CMPP. Et par contre, c'est l'orthophoniste qu'il a rencontré après. C'est magnifique. Oui. En fait, en réalité, il n'y a pas eu de succession entre les choses. C'est-à-dire que d'emblée, il y a eu simultanément le début de cette psychothérapie et puis, disons, le projet de placement de l'assistante sociale. De telle sorte qu'effectivement, d'emblée, on se trouvait devant une confrontation des discours. Oui. Le discours du CMPP qui a été d'ailleurs tout de suite, même avec le premier psychothérapeute, hostile au placement. Et puis le discours de cette assistante sociale, donc qui voulait ce placement, non pas conformément à la loi, puisque précisément le juge des enfants faisait tout pour éviter le placement, mais qui voulait, elle, absolument placer au nom de ce que j'appelle le surmoi social, c'est-à-dire ce vivre ensemble qui supposerait une normalisation des comportements et que l'action éducative viserait une normalisation qui serait, au fond, la garante d'une norme qui elle-même serait la garante de la possibilité du vivre ensemble. Donc, on voit comment il y a un impératif catégorique du vivre ensemble qui finit par fabriquer une hyper-normativité qui n'est pas du tout un légalisme, au contraire. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, la psychanalyse a un rôle très, très intéressant, enfin, je veux dire, très, très stratégique d'un point de vue politique. C'est-à-dire, on a bien vu là comment on enfonçait un coin, je veux dire, entre le discours de la loi, on a pu enfoncer un coin entre le discours de la loi et le discours de la norme, via la subjectivation de cette dame. Vous voyez ce que je veux dire, C'est ça cet effet de subversion qui est vraiment l'opposition entre le discours de l'analyste et le discours du maître, parce que là, en l'occurrence, on avait un discours du maître, sauf qu'aujourd'hui, on a une certaine chance, ce qui est une espèce d'occasion stratégique pour la psychanalyse dans les institutions sociales, c'est que ce discours du maître, il est clivé maintenant. C'est-à-dire que la loi et la norme ne travaillent pas dans le même sens. Ce qui finalement est assez rare historiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un découplage de la loi et de la norme qui fait que la psychanalyse, là, en l'occurrence, c'est ce que ça fait. C'est rentrer dans ce clivage-là. Et on a fait exploser d'une certaine façon cette assistance sociale qui a commencé à dire « je », ce qui n'était quand même pas du tout attendu. Finalement, ce n'était pas le point. Et qui a commencé, au fond, à se laisser psychanalyser, si je puis dire, ou à être en demande. Vous voyez, c'est plutôt ça la logique qui s'est jouée. Et ce qui m'intéresse, c'est, évidemment, je n'ai pas eu le temps de le développer aujourd'hui, parce que c'est des propos un peu généraux qu'on ne peut pas développer comme ça, mais c'est plutôt la matière naïve, mais c'est vraiment de voir que, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, la psychanalyse peut avoir un rôle extrêmement, disons, efficient et assez subversif à cause de la situation historique qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, le discours de la loi, en tout cas en matière sociale, et le discours de la norme ne coïncident plus.
Et que là, on a quelque chose hein, d'un malheur, on va dire, des travailleurs sociaux, hein, tous les gens qui sont impliqués dans le social, qui est formidable pour nous. C'est-à-dire, c'est pour l'enjeu de la psychanalyse une occasion, je crois, à ne pas rater. Enfin, voilà. Enfin, c'était un peu mon analyse, en tout cas. Hein. Oui, je pense que c'est très juste. Et je pense que, bon, vu effectivement le contexte familial, ça fait surréagir l'assistante sociale qui a commencé effectivement, d'après sa formation, à vouloir mettre la main sur l'enfant, sur ses conditions de vie et tutti quanti, alors que, bon, en fait, elle a réussi malgré tout à bouger elle aussi. Et ça, c'est bien qu'elle ait pu bouger, parce que toutes les, en général, elles peuvent avoir des positions caractérielles, des déviations professionnelles, etc., qui font qu'elles se cramponnent à leur position, etc. Mais là, apparemment, c'est pas le cas, et c'est bien pour l'enfant aussi. Oui, et c'est ça. Je voudrais juste ajouter. Bon. Il y a Guy Dana. Oui, mais on va peut-être arrêter, non? Bon, alors attends, il faut que je couche. Quand vous mettez l'image panoramique, c'est là que le Larsen surgit. Je n'ai pas mis la panoramique. Je voulais dire à Catherine Perret que la notion… On n'entend pas, Guy, monte le son. Monte le son. Maximum chez moi. Ah, voilà. J'espère qu'on entend. Oui. L'idée que j'ai trouvée intéressante, moi, c'est entre. Parce que Catherine Perret, à 2 ou 3 reprises, a parlé avec cette notion de entre, qui était une notion d'ailleurs chère à Uri et à surtout son ami japonais Kamurabin, parce que dans la philosophie japonaise, entre les personnes, il se passe quelque chose et c'est ça qui est valorisé. Et alors, dans les travaux, il y a des lieux, celui-là me paraît exemplaire, il y a des lieux où on peut faire ce travail à plusieurs voix, et c'est là où il se joue quelque chose entre. Et ce qui se joue, c'est ce que vous avez souligné aussi, c'est la traduction. Et je trouve que c'est un travail analytique qui oriente le politique. J'ai toujours pensé qu'il fallait partir de l'analyse, enfin de concepts analytiques, de tenir une position d'analyse, et que du coup, ça entraîne du politique, mais pas l'inverse. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. Là, ce qui se passe, c'est qu'en effet, on a un discours de la norme qui est calamiteux. C'est aussi avec la norme qu'on peut dire que ça ne pense pas. C'est les protocoles. Ça en impose. Et en effet, là, vous avez réussi quelque chose d'assez remarquable, qui est à la fois un acte analytique et à la fois avec des conséquences politiques. Et je vous dis, moi, pour moi, c'est l'articulation entre la traduction et le mot « entre ». C'est ça qui me paraît intéressant. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce que disait Patrick Semla sur la question de l'espace. Hein. Et je pense que… J'ai beaucoup travaillé sur l'espace. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment cette question d'un espace entre les corps, entre les mots, hein, qui voilà, a une effectivité, a une opérativité analytique, mais aussi politique, en fait. Hein. Mais oui. Oui, tout à fait. Ouais, politique. Tu peux parler? Non, mais… tu coupes ton micro? Ah oui, je le coupe. Voilà. Tu coupes le micro. Ça y est. Bon, écoutez. Non, mais Attends, je vais couper le micro. Non, s'il coupe voilà. Bon, bah écoutez, on va rester là pour ce soir.
Et simplement, je voulais vous dire que nous aurons 2 autres réunions cette semaine, puisque vendredi, non, c'est samedi après-midi, nous accueillerons Pierre Boismenu ainsi qu'une comédienne pour une sorte de performance à partir d'un texte de Pierre Boismenu, et il y aura ensuite un échange. Et donc ça sera vendredi après-midi à 14h30, et puis, non, samedi à 14h30, pardon, oui. Samedi à 14h30, et dimanche à 17h, nous aurons un échange avec Jean-Pierre Winter à propos d'un texte qui est paru dans un ouvrage qui s'appelle Pratique de Jacques Lacan, où Jean-Pierre Winter raconte des moments de son analyse avec Lacan. Voilà. Donc nous vous souhaitons une bonne soirée. On va boire un coup à votre santé maintenant. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir à tous.